Bonsoir et merci d'être avec nous. Politique Hebdo reçoit ce soir le sénateur Antoine Karam. Ce dernier publiait il y a quelques jours une tribune appelant en quelque sorte à la fin du statu quo en matière de gouvernance dans les départements et régions d'outre-mer, le droit à la différence. Nous allons bien entendu en parler ce soir. Bonsoir Antoine Karam. Bonsoir. Alors tout d'abord, une première question, la différence dans les outre-mer. En entrant dans le groupe au Sénat donc, de La République En Marche, dont vous êtes apparenté, est-ce que vous n'avez pas plutôt, Antoine Karam, décidé de rentrer dans le rang? Pas du tout, au contraire. Je profite de cette position stratégique que j'occupe au Sénat pour faire passer des messages sur la Guyane. Et cela a été bien compris par mon groupe. J'ai même eu l'occasion de voter des amendements contre le gouvernement. J'ai la liberté totale pour agir au sein de mon groupe. Vous vouliez un groupe où vous auriez plus d'espace d'expression. Voilà. Il y avait le groupe des communistes, il y avait le groupe des radicaux de gauche. J'ai passé mes 3 premières années comme apparenté au groupe socialiste. C'était le parcours du combattant pour pouvoir s'exprimer, avoir un droit d'intervention, notamment dans les questions d'actualité, dans les questions orales et les questions écrites. J'ai été accueilli avec d'autres élus, d'autres sénateurs des Outre-mer. Nous sommes 6 sur 23, donc on forme un groupe intéressant. Et nous avons eu l'occasion de pouvoir discuter avec le président du groupe, M. Patria, qui nous laisse certaines libertés pour pouvoir agir et rendre efficace notre action. Mais la discipline de groupe existe tout de même. Elle existe, naturellement. Mais je vous dis, lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts de la Guyane, j'ai toute ma liberté. On démarre avec une séquence consacrée à l'actualité récente et notamment cette opération de destruction et d'évacuation du squat cité Manguier à Remire-Montjoly dont il était question cette semaine. On réagit juste après. Midi 15, quartier Manguier à Remire, vue du ciel sur ces images du SDIS Guyane. Les destructions ont commencé depuis 7 heures du matin. Au sol, la route des plages est barrée, très largement de part et d'autre du quartier. Le périmètre est jusqu'à midi interdit aux médias et aux riverains, sans les papiers pouvant prouver leur adresse. Impossible alors pour nous d'assister aux destructions, ni de rencontrer les personnes expulsées. Il nous sera permis à midi d'intégrer pour quelques minutes la zone, un tournage sous contrôle. 120 gendarmes mobilisés pour sécuriser la manœuvre, gérer la circulation sur une route étroite et sinueuse et dénicher d'éventuels matériels et produits illicites, une activité qui se déroule alors que les enfants ont quitté leurs parents. Un habitant rencontré sur le parcours nous confie son désarroi, la déception de devoir quitter les lieux en saison des pluies, avant les fêtes et pendant l'année scolaire. Nous ne pouvons pas connaître si on a cassé la bon matin parce que si il y a la pluie qui est tombée, il n'y a pas qu'à casser la maison. En même temps, tous ces gens qui mettent juste pour diamant, ils sont l'école. Nous ne pouvons pas connaître là. Il y a des gens qui prennent bus pour aller à l'école. Puis il faut déjà aller à l'école. Mais maintenant, les gens qui entrent là, nous passons à côté par parents qui trouvent. 15 hectares sont concernés, 400 familles, 120 habitations. Alors cette opération a été particulièrement commentée. Certains ont été choqués du fait de l'ancienneté de ce quartier et de cette évacuation qui se fait en pleine saison des pluies. Qu'en pensez-vous, Antoine Karam? Le citoyen que je suis ne peut être que profondément touché par ce que nous venons de voir. Les images sont impressionnantes. De ces familles en détresse, de ces enfants qui sont, pour certains, j'ai regardé votre journal télévisé il y a quelques instants, ne vont plus à l'école depuis quelques jours. Mais en même temps, il faut chercher quelles sont les causes. Parce que lorsqu'on parle de conséquences, il faut parler des causes. Comment on a laissé perdurer autant de squats depuis des années sur notre territoire, lorsque les élus et les maires notamment ont toujours alerté l'État dont c'est la responsabilité. Certains habitants dans ce quartier depuis 30 ans? Certains sont... Alors, il y a une cohabitation entre celles et ceux qui sont en situation régulière, c'est là depuis 30 ans, et margent à l'impôt, paient certainement des factures d'électricité, et puis celles et ceux qui arrivent tous les jours en Guyane et qui rentrent dans ces quartiers. Et ces quartiers sont aussi des lieux de grandes difficultés. Non seulement il y a des détresses, mais il y a des trafics aussi en tout genre. Et il faut régler ce problème une fois pour toutes. Alors, ceci dit, lorsqu'on parle et on dit qu'il faut traiter le problème tout de suite, les solutions ne sont pas toujours très simples et toujours faciles. Et c'est là qu'il faut régler le problème du logement en Guyane.
La crise du logement, on va en parler d'ailleurs durant cette émission, Antoine Karam. Je propose de passer au sujet d'actualité suivante avec cette opération de destruction des tours Floralie qui s'est déroulée à Cayenne. Alors évidemment, c'est tout un symbole, une page qui se tourne pour la ville avec des bâtiments construits dans les années 70, à l'époque modèle d'une certaine idée de la modernité. Les anciens habitants ont pu d'ailleurs assister au lancement des opérations, non sans une émotion. Beaucoup d'émotions, parce que bon, qu'on le veuille ou non, c'est une bonne partie de mon enfance qui s'en va. Je suis arrivé là, j'avais quoi, 12 ans, parti à l'âge de 18 ans, donc c'est vrai que toute mon histoire est ici. Aujourd'hui, on est fiers de ce qu'on a réalisé avec la création de l'équipe de basket de l'SC Tours. Donc tout ça, c'est notre fierté, mais quand on regarde ces bâtiments qui partiront et le club qui existera encore, donc tout ça, ça fait mal, c'est vrai. Pour la Guyane, c'était vraiment quelque chose de magnifique. On était le seul endroit en Guyane à avoir des tours de 8 étages. Vous ressentez quoi aujourd'hui? De la tristesse, une très grande tristesse. Parce que c'est ma vie, c'est ma jeunesse qui part en fumée. Alors on le voit, ces habitants qui expriment, Antoine Karam, une peine devant cette destruction. Et en même temps, ces dernières années, ces tours étaient devenus un symbole du contre-exemple, et en quelque sorte ce dont on ne souhaite pas, en tout cas en Guyane, avec d'autres modèles maintenant. Alors avant qu'elles soient devenues le contre-exemple, moi je suis arrivé au conseil municipal de Cayenne en 1977 et ces tours venaient d'être inaugurées. Et ces tours étaient le fleuron de Cayenne. Les gens se déplaçaient de partout pour voir ces deux tours qui dominaient les quartiers et dominaient des maisons qui ne dépassaient pas parfois avec des ascenseurs et 2 étages. On découvrait les ascenseurs. Tout le monde était fier de découvrir. C'était une période, la période du tout béton, où il fallait construire un maximum de logements pour accueillir des gens qui venaient de toutes les communes. Cayenne était une capitale attractive à cette époque. Et puis le temps a passé. Les tours se sont un peu détériorées, se sont dégradées. Et puis, on a considéré qu'il fallait, au conseil municipal de Cayenne, prendre une autre orientation et construire plus bas. Mais les tours resteront dans le cœur de beaucoup de Cayennais. Et notamment, j'ai une pensée ce soir pour l'équipe de basket de la Tour, qui est née. D'ailleurs, elle s'appelle La Tour, à partir de ces tours construites et qui continuent aujourd'hui à être en avant-scène. Palmarès au palmarès impressionnant. Donc moi, je suis aussi touché que les jeunes Cayennais qui viennent de s'exprimer il y a quelques minutes. Alors on va parler justement logement dans une première séquence thématique avec la construction de logements en Guyane qui n'est toujours pas à la hauteur des besoins de la population. Le plan logement outre-mer pour la période 2019-2022 a été signé la semaine dernière par le gouvernement. Alors, très franchement, est-ce qu'il est à la hauteur des enjeux, Antoine Karam? Mais il ne pourra jamais être à la hauteur des enjeux. Quand une population double tous les 20 ans en Guyane, en 1990, il y avait moins de 100 000 habitants en Guyane. Aujourd'hui, nous sommes au moins, à minima, 300 000 habitants et peut-être même plus. Qu'est-ce qu'on fait? On baisse les bras? Non, au contraire. Au contraire, il faut réclamer encore plus. Il faudrait construire 3 500 logements en Guyane sur 15 ans pour résorber de moitié le déficit en matière d'habitat en Guyane. Un rythme annuel. Un rythme annuel. Lorsqu'on n'en construit que 800, alors qu'il en faudrait à minima 1500, 1800, on est très très loin du compte. On a une enveloppe là pour ce plan, voilà. donc pour l'ensemble de l'outre-mer de 600 millions d'euros. Oui. Là où d'aucuns estiment que uniquement pour la Guyane, pour résorber les près de 15 000 logements manquants, il faudrait 400 millions. Alors nous avons pu obtenir chichement 40 millions. On nous promet 60 millions en 2022. Pour la ligne budgétaire unique. La ligne budgétaire unique. Alors, cela étant dit, la ligne budgétaire unique, il faut aussi l'utiliser. Et vous savez qu'il y a un certain nombre de difficultés d'approche en matière d'ingénierie, en matière de foncier, notamment pour libérer le foncier, du foncier aménagé, et c'est toute la problématique. Résultat, on n'arrive pas à construire comme il le faut dans les temps impartis. Justement, vous parlez d'utiliser ces fonds. Lorsque l'on voit par exemple que l'organisme paritaire Action Logement prévoit pour l'outre-mer une enveloppe d'1,5 milliard d'euros avec des priorités établies par région. Pour la Guyane, il s'agit notamment de la résorption de l'habitat insalubre et développement de l'offre locative dans les centres urbains. Oui, mais avec quel opérateur localement en Guyane? Le seul opérateur, enfin, il y a l'OIN. C'est la mission de l'OIN. L'opération d'intérêt national. Mais je vous dis,
il y a de telles contraintes que nous avons pris beaucoup de retard et que nous ne sommes pas arrivés à atteindre les objectifs à minima. L'opération d'intérêt national qui est menée en Guyane par l'EPFA Guyane, l'établissement public d'aménagement et donc de foncier du territoire, un établissement qui gère également le foncier agricole, qui est actuellement également prépositionné sur quelques-uns des chantiers en lien avec l'accord de Guyane. Est-ce que c'est le bon outil? Pour moi, c'est un outil qu'il faut reconsidérer. Il faut mettre en place une structure qui ne s'occuperait essentiellement du logement en allant chercher le foncier là où il faut, en aménageant le foncier et en le mettant à la disposition des organismes et des sociétés immobilières qui seraient en mesure de pouvoir construire du logement. On perd trop de temps. C'est une course contre la montre. Je compare la Guyane à un mat de cocagne. Plus on essaie d'aller toucher, d'atteindre l'objectif, plus on glisse, parce que le problème de la population est énorme. La question de la démographie pèse sur le territoire guyanais. Nous sommes très loin du compte. L'un des acteurs importants pour la construction de logements, ce sont évidemment les sociétés d'économie mixte. On a beaucoup commenté dans les Outre-mer la restructuration de l'actionnariat des sociétés immobilières des Outre-mer, les fameuses SIDOM. En Guyane, on pense évidemment à la SIGI et à la SIMCO. Là encore, il faut le dire concrètement, ces restructurations sont loin pour le moment, en tout cas, d'apporter leur fruit. Mais c'est ce que nous constatons, et c'est bien pour cela que les associations qui défendent le logement en Guyane et qui sont très dynamiques pointent du doigt ces organismes qui ne répondent pas aux attentes, aux besoins et aux espérances des populations. Il aurait fallu créer une nouvelle société d'économie mixte? Moi, je pense qu'il faudra créer une nouvelle société d'économie mixte où l'État aurait sa place, les collectivités aussi, et particulièrement la collectivité territoriale. Très bien, on l'entend en tout cas, puisque c'était l'une des pistes qui avait été évoquée, même si la question financière, évidemment, se repose à chaque fois. On va parler maintenant santé, Antoine Karam, avec les professionnels de santé qui, il faut bien le dire, lorsque l'on discute avec eux, ne sont pas forcément optimistes sur la situation du territoire, en tout cas l'évolution de la situation sur le territoire. Est-ce que vous considérez qu'on regarde un peu trop le verre à moitié vide ou c'est un vrai constat? Pour moi, le verre est à moitié vide. Il y a eu quelques progrès, ne serait-ce que la construction, l'inauguration en grande pompe de l'hôpital de Saint-Laurent-du-Maroni, le CHOG, mais qui quelques mois plus tard se retrouvait en grève parce qu'il n'y avait pas les moyens, les équipements suffisants et les moyens humains. Surtout, malgré des dotations extraordinaires, notamment suite à l'accord de Guyane. De mon point de vue, la situation particulière, sanitaire de la santé en Guyane reste difficile. Je vous rappelle que j'ai participé à la négociation pour terminer une grève qui avait duré 75 jours avec le syndicat UTG du Resquet. Au centre hospitalier de Cayenne. Centre hospitalier de Cayenne. Depuis, nous avons mis en place un comité de suivi et j'ai le sentiment que tout semble bloqué à nouveau. Nouvelle équipe à l'ARS et puis une nouvelle politique qui considère peut-être que ce que nous avions signé en 2017 n'était peut-être pas conforme aux besoins, aux attentes et aux espérances des uns et des autres. Il faudra retourner à la table des discussions. Le contexte, en tout cas, c'est que la Guyane n'est pas le seul territoire sur l'ensemble national à avoir des difficultés en termes de gestion des hôpitaux publics. On l'a vu avec la crise, notamment, qui a duré plusieurs mois au niveau national. Le gouvernement a sorti un plan santé. Est-ce que la Guyane ne risque pas d'être la victime collatérale de ce plan santé? Bien, il faudra continuer à exprimer nos difficultés. Il faudra qu'on explique qu'en Guyane, lorsqu'on a des problèmes d'obésité, lorsqu'on a des problèmes de diabète, de maladies infectieuses, de maladies liées à l'environnement, on est souvent obligé de partir dans des évacuations sanitaires. Et je vous pose la question parce que dans ce plan santé, il y a des mesures pour améliorer l'attractivité, pour des primes, donc, notamment pour les soignants. On a également des mesures pour l'aide au recrutement. Est-ce que toutes ces mesures ne vont pas accentuer la compétition entre les territoires alors que la Guyane part déjà de loin? Vous savez que non seulement nous avons demandé qu'il y ait des exonérations fiscales pour attirer un peu plus de médecins venant de France hexagonale, et vous avez demandé la création d'une zone médicale. Elle existe. Des mesures existent. Vous avez demandé qu'elles soient renforcées. Voilà. Ça n'a pas été voté. Ça n'a pas été voté. Ça n'a pas été voté, certes. Mais nous n'abandonnons pas non plus le combat que nous menons de façon très collective et unitaire en Guyane sur la possibilité de faire venir en Guyane des médecins étrangers, particulièrement des médecins cubains,
qui ont une réputation mondiale, qui viennent d'être chassés du reste pour des raisons purement politiques du Brésil et qui seraient en mesure de venir travailler. Alors justement, la ministre des Outre-mer, lors de son passage il y a 2 semaines sur notre territoire, s'est dite favorable à étudier toutes ces pistes beaucoup plus en amont. Vous avez rencontré au niveau du Sénat une délégation cubaine. Qu'est-ce qu'il en ressort? Avant d'avoir rencontré la délégation de parlementaires cubains il y a quelques semaines, je vous rappelle qu'il y a quelques mois, le président de la CTG, les parlementaires que nous sommes, nous allons rencontrer l'ambassadeur de Cuba à Paris et la vice-ministre de la Santé à Paris, qui était très ouverte à la possibilité d'avoir ces échanges. Reste à régler les derniers détails. D'ailleurs, il me semble que le président de la CTG lui-même s'est rendu à Cuba il y a quelques mois. Les choses avancent, mais pas aussi rapidement que nous l'aurions souhaité, pour des questions qui nous dépassent, puisque nous n'avons pas une compétence régalienne. Il faut que cette question soit réglée entre le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Santé. Agnès Buzyn, qui était présente en Guyane en début d'année, qui est plus réservée sur cette question. Oui, mais sauf que j'ai eu une divergence avec elle ce jour-là de façon très publique. Elle est réservée, mais pour l'instant, qu'est-ce qu'elle propose? Alors que Cuba est prête à envoyer ses médecins. Les médecins cubains sont partout, en toute l'Amérique latine, en Afrique, et même au Qatar, et font un excellent travail. Eh bien, on a toujours tendance à oublier que si nous sommes institutionnellement un pays du Nord, mais à beaucoup d'égards, nous restons un pays du Sud. Vous avez interpellé le gouvernement toujours sur les questions de santé. C'était au mois d'octobre dernier sur la création d'un centre hospitalier universitaire en Guyane. La réponse du gouvernement a été pour le moins claire. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Le gouvernement qui invoque notamment des conditions qui ne seraient pas réunies. Est-ce que vous l'entendez? Moi, je n'ai même pas à me préoccuper de la réponse du gouvernement. Ce qui compte, c'est qu'on le soit d'accord d'abord nous en Guyane. Et toutes les conditions se réunissent pour qu'on ait ce CHU à terme. CHU réclamé depuis 2001, qui se retrouve encore dans les accords de Guyane en 2017. Il faut simplement que l'on travaille avec l'Université de Guyane, qui a une potentialité extraordinaire en matière de santé publique dans l'environnement, qu'on travaille avec les corps intermédiaires, c'est-à-dire avec les syndicats, qu'on travaille avec la collectivité territoriale de Guyane. Et lorsque notre copie sera prête, eh bien, nous allons retourner à la charge pour que le gouvernement comprenne que la Guyane de 2019-2020 n'est plus la Guyane des années 60 ou des années 2000. Très bien. On a bien entendu Antoine Karam. On va parler politique locale. Alors, le projet Guyane, qui est donc issu du processus, qui est validé par l'accord de Guyane, fait débat. Il devrait être discuté à l'occasion du prochain congrès des élus, dont la date n'est pas encore fixée. Vous avez lu ce document, qu'en pensez-vous? Le document, le projet Guyane, issu des travaux de la commission. Mais le projet Guyane est la suite de ce que nous avons initié en 1999, la déclaration de Baxter, le pacte de développement, et de tout ce qui avait été préparé dès 2001, 2002, 2003, pour que nous puissions aller vers un changement de statut. Moi, je vais vous citer une phrase, je vais la lire pour que vous puissiez, que l'opinion puisse savoir d'où on est parti. Le 30 avril 1960, sur la place des Palmis, le général de Gaulle, en visite en Guyane, déclarait « Il est conforme à la nature des choses qu'un pays qui a son caractère aussi particulier que le vôtre et qui est en somme éloigné ait une autonomie proportionnée dans les conditions dans lesquelles il doit vivre. » Nous sommes presque 60 ans plus tard, encore dans les starting blocks. Si le général de Gaulle lui-même, dont on connaît l'esprit centralisateur, avait bien compris que la Guyane pourrait bénéficier d'une autonomie proportionnée à son éloignement, à sa situation géographique, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait un apaisement sur ce débat. Ça n'est pas le dossier des uns contre le dossier des autres. Il faut une fois pour toutes qu'on retrouve l'esprit des années 2000, comme on l'avait fait à l'époque du pacte de développement, et qu'on travaille ensemble, quels que soient les horizons politiques, pour qu'on puisse trouver la formule qu'il faut pour montrer à l'État que nous sommes unis, parce que le droit, moi je ne confonds pas. Il faut en tout cas, sans vouloir vous interrompre, Antoine Karam, bien s'accorder sur un document. Quand je disais que le projet Guyane fait débat, c'était un euphémisme. Il est donc controversé. Certains estiment qu'il n'est pas suffisamment abouti. Est-ce que vous avez lu ce document, oui ou non? Mais enfin, comment voulez-vous que je ne puisse pas... J'ai participé à certaines réunions. Pour moi, ce document est conforme à mes attentes. Je veux être très clair. Alors, il ne faut pas opposer ce qu'on appelle la loi Guyane à la question statutaire. Parce que, quoi qu'on l'en fera... La proposition de la majorité au sein de la collectivité territoriale. Quoi que l'on fera, il y aura des étapes encore à franchir. Ce qu'il faut, c'est que le Congrès se réunisse dans le courant du mois de janvier et qu'à partir du moment où les décisions conformes à ce que la Guyane attend, et en tous les cas l'opinion
et principalement la majorité de l'opinion dans ce territoire, que nous puissions interpeller et demander au gouvernement, parce qu'il y aura certainement peut-être quelques petites modifications constitutionnelles. Il n'est pas utile de rappeler que le Parti socialiste guyanais a dans son ADN la recherche d'autonomie pour le territoire, mais tout de même, après toutes ces années, avec le recul, Antoine Karam, est-ce que vous ne pensez pas que votre parti, à un moment donné, s'est perdu en chemin dans cette quête ? Écoutez, on ne va pas refaire ce soir, je ne suis pas venu pour cela, faire l'histoire du parti. Effectivement, dès 1956, 1955, le fondateur du parti écrivait... Vous parlez de la déclaration de Bastia, vous avez été en responsabilité, donc on a le droit de vous poser la question. Mais attendez, je vous rappelle que le président du Conseil général de l'époque et moi, président du Conseil régional, nous avons pu obtenir du président Sarkozy que 2 questions soient posées. La première question le 10 janvier sur article 73-74. On a fait passer un certain nombre de messages à cette période, vous vous en souvenez, sortez vos archives, que si nous irions vers l'article 74, on perdrait les allocations familiales, la Guyane serait indépendante. Et vous insistez beaucoup, d'ailleurs, dans votre tribune, vous reprenez cet argument en expliquant que les partisans du statu quo auraient fait de la désinformation. Oui, tout à fait. Est-ce que ce n'est pas une façon aussi pour vous de vous défausser de votre responsabilité politique ? Non, alors attendez, on a posé la question, le peuple, enfin... Les 30% de personnes qui se sont présentées aux urnes ont choisi la participation. Et en fait, comme il s'agissait d'une consultation populaire, normalement, le gouvernement n'aurait pas dû tenir compte de cette consultation populaire, parce qu'une consultation populaire, ça n'est pas un référendum. Ensuite, la deuxième question qui a été posée, moi j'ai toujours été partisan de la fusion des 2 assemblées. Pour avoir été à la fois au Conseil général et au Conseil régional, je pense que c'est une bonne chose. Alors, une étape a été franchie. Passons maintenant encore à une autre étape et allons beaucoup plus loin. Allez beaucoup plus loin. Dans le cadre de la République et de l'Union européenne, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Ce n'est pas l'indépendance que nous réclamons. Donnons-nous une autonomie proportionnée à nos besoins, notamment pour obtenir un certain nombre de compétences, notamment sur la fiscalité, par exemple, sur une partie même de l'immigration, où les maires sont complètement exclus. Est-ce que vous entendez l'argument que l'on entend, par exemple, du président de la collectivité territoriale de Guyane, Rodolphe Alexandre, lorsqu'il dit qu'il faut également donner à cet outil, puisque vous étiez favorable à cette fusion, il faut donner à cet outil, donc la CTG, le temps de faire ses preuves également. Non, mais moi, je n'ai aucun problème sur cette question. D'ailleurs, on s'en explique souvent. Et le président de la CTG me dit que lui, il est pour le changement de statut. C'est pour cela qu'il préfère franchir un certain nombre d'étapes. Moi, je vais aller beaucoup plus vite, c'est tout. C'est tout ce qui nous différencie, parce que le temps pressant, nous resterons encore dans 20 ans dans une situation que la population ne supporte plus, pour de multiples raisons. Et vous le savez comme moi. Davantage d'autonomie pour décider par nous-mêmes sur le territoire. Vous avez à ce titre une réunion avec les chasseurs sur ce grand débat de l'organisation de la chasse en Guyane. Pas plus tard qu'aujourd'hui, qu'en est-il sorti ? Nous avons bien avancé. Vous savez dans quelles conditions j'avais fait prendre dans le cadre de la loi un amendement visant à créer un permis de chasser en Guyane, parce que des maires de Guyane m'avaient demandé qu'on trouve une solution à la circulation des armes qui portaient danger à la population guyanaise. La concertation n'ayant pas été ce qu'on aurait pu attendre, j'avais remis sur la table et j'avais demandé par un amendement au Sénat qui a été voté que l'on puisse annuler mon amendement, sauf que l'Assemblée nationale a pris une position contraire et nous sommes pratiquement à la case départ. Vous faites demande honorable ce soir, Antoine Karam ? Oui, mais je l'ai toujours dit. Si un élu ne reconnaît pas qu'il se trompe, je pense qu'il peut rester chez lui. Parce que la force d'un élu, c'est de montrer aussi que parfois, lorsqu'on s'est trompé, on peut le dire publiquement et s'en honorer. Et je travaille très bien avec les chasseurs. Et nous avons bien avancé cet après-midi. Il y a eu une très belle réunion avec le préfet de la Guyane qui a pu apprendre à connaître les uns et les autres et qui a dit que de toute façon, quand bien même que le permis de chasser soit en place, il prendra toutes les dispositions pour que cela se passe dans les meilleures conditions, pour qu'on ne verbalise pas, pour qu'on ne puisse pas humilier les chasseurs, puisque le droit d'usage est un besoin essentiel en Guyane. Un mot,
Sur l'avenir politique, Antoine Karam, votre mandat de... Oui, évidemment, on ne pouvait pas ne pas vous poser la question. Mais vous me posez la question tout le temps. Alors, pas concernant les municipales en particulier, mais de façon beaucoup plus large. Votre mandat de sénateur touche bientôt à sa fin. Comment entrevoyez-vous votre avenir politique, Antoine Karam? Mon avenir politique, c'est que je resterai toujours un militant, au service des justes causes, au service des Guyanais. Je ne suis pas attaché à un mandat. L'histoire a voulu que ça fera 43 ans l'année prochaine que je suis élu. Vous ferez de la politique autrement? Je ferai de la politique comme il faut le faire, comme un militant, au service. Et puis si certains ont besoin de mon expérience, ont besoin d'un certain nombre d'être accompagnés, je suis à leur disposition, dans l'intérêt général de la Guyane. Ça fait longtemps que, tout en étant un homme de gauche, socialiste, convaincu, militant, que j'ai dépassé les clivages. L'intérêt supérieur de la Guyane doit me transcender et mettre en place une politique pour ce territoire au-delà des affrontements idéologiques conviendrait parfaitement à ce territoire qui a besoin de lutter contre son principal mal, c'est le non-développement, son retard de développement. Merci Antoine Karam d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous aurons bien entendu l'occasion de revenir sur ces sujets, notamment concernant le Congrès des élus de Guyane. Vous l'avez entendu très probablement donc, en début d'année prochaine. Je vous annonce d'ores et déjà notre invité pour la semaine prochaine. Il s'agit de Silvio Van der Pijl, le président du Grand Conseil coutumier pour le dernier numéro donc, de Politique Hebdo de l'année. À la semaine prochaine.